Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Keren, le directeur général de Solvay. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Solvay qui a bien changé. Je parle à celles et ceux qui n'ont pas suivi la scission fin 2023 entre Solvay et Syensqo, je dis bien Syensqo. Syensqo, voilà. Donc vous êtes le directeur général de Solvay, Ilham Kadri, directrice générale de Syensqo. Solvay, chimiste belge, coté sur l'SBF 120, leader mondial de la production de carbonate de soude. Il faudra expliquer ce que c'est de bicarbonate de sodium. 11 sites de production dans le monde. Des produits, mais vous avez dit... 45. Pardon, j'ai dit quoi, 11 ? Oui. En France, c'était en France. Alors en France, on a 7 sites, mais 5 sites de production. Oui. D'accord. Et combien ? 40 dans le monde ? Alors 45 dans le monde. 45 dans le monde. Des produits qui servent, et je vous laisse parler, des produits qui servent à la production de verre, de systèmes de purification de l'air, des équipements pour la santé. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors on fait de la chimie essentielle. C'est quoi la chimie essentielle ? C'est des produits qui existent depuis longtemps, comme le carbonate de soude que vous avez mentionné, et qui seront encore utiles pendant très longtemps parce qu'ils servent des besoins essentiels de l'humanité. Alors comme le carbonate de soude, pour vous donner un exemple, c'est principalement utilisé pour la fabrication du verre. Si vous regardez partout dans le monde une vitre, vous avez une chance sur 5 de trouver du carbonate de soude de Solvay à l'intérieur, dans le processus de fabrication du verre. Ça sert aussi à fabriquer du bicarbonate de soude, un produit très populaire, qui sert à nettoyer, mais qui sert aussi à dépolluer dans les applications industrielles. Qui sert aussi à faire, c'est ce que les Américains appellent le baking soda, donc ils l'utilisent pour faire des cookies. C'est utilisé aussi dans des applications pharmaceutiques, hémodialyse. Pour faire de l'hémodialyse, vous avez besoin de bicarbonate. On produit aussi du peroxyde. Le peroxyde, ça sert à beaucoup de choses. C'est un désinfectant. C'est aussi un produit que l'on utilise dans la fabrication des microprocesseurs, application très récente. On fait de la silice. La silice, c'est utilisé pour faire les pneus verts. C'est de la silice haute dispersion que nous avons inventé chez Solvay, et ça sert à diminuer la consommation de nos voitures. C'est bien sûr très important, en particulier aussi avec le développement des véhicules électriques. On fait les terres rares. Les terres rares, c'est un sujet d'actualité. On parle beaucoup de... Et quel rapport entre les terres rares et Solvay ? Alors c'est un processus chimique qui nous permet de séparer et de produire ce qu'on appelle les oxydes de terres rares, qui sont aujourd'hui principalement utilisés, en tout cas dans nos marchés, pour faire de la catalyse automobile ou de l'électronique, mais qui sont aussi utilisés potentiellement à l'avenir. Aujourd'hui, toutes les terres rares qui servent à faire des aimants permanents, par exemple, proviennent de Chine. Nous, on a des projets pour en faire en France, par exemple. Et les aimants permanents, c'est les moteurs électriques, c'est les turbines, les éoliennes. À chaque fois que vous voulez électrifier, vous avez besoin d'aimants permanents. Voilà, donc tout ça, c'est de la chimie essentielle. C'est pas de la chimie de commodité, c'est pas de la chimie de spécialité. Ça, c'est Syensqo qui invente les molécules de demain. Exactement. On est sur des molécules qui existent, qui vont exister encore à l'avenir, et notre défi, c'est de les produire de manière compétitive et durable. Quand j'ai vu passer la scission, comme tous les acteurs, je me suis dit, tiens, en gros, je résume, c'est un peu grossier ce que je veux dire, mais c'est délibéré. Les activités du passé maturent, chez Solvay et chez Syensqo, les activités les plus prometteuses en termes de croissance. C'est caricatural ou c'est... Oui, c'est caricatural, bien sûr. Alors, en réalité, nos activités, c'est des activités du passé, du présent et du futur. D'accord ? Et effectivement, dans ce sens-là, on n'invente pas forcément les molécules de demain. Encore une fois, ça c'est Syensqo qui fait de l'innovation produit. En revanche, nous, on fait de l'innovation procédé. Comme on a besoin de ces molécules à l'avenir, il faut qu'on arrive à les produire de manière compétitive et durable. Donc notre focus, c'est l'innovation procédée pour consommer moins d'énergie et avoir une empreinte environnementale plus faible. La stratégie pour celles et ceux, encore une fois, qui voient ça de l'extérieur, en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, en tant que possible actionnaire, la stratégie c'était quoi ? Parce on connaît, nous, on reçoit souvent le patron d'Arkema, qui a conservé, encore une fois, les deux activités. Pourquoi avoir fait cette scission ? Alors c'est vraiment pour être plus focalisé sur ce qui est important. Avec cette scission, on crée en fait deux champions dans leur domaine. Donc c'est positif des deux côtés. De notre côté, on se focalise sur ce qui est important pour nous, c'est la production, c'est l'innovation de procédés, c'est la transition énergétique. Et on n'a plus besoin, je dirais, d'arbitrer les ressources entre des business qui sont très différents. Je pense qu'aussi, ça donne de la clarté à tous les acteurs. Ça donne de la clarté
à nos employés, à nos clients et aux investisseurs aussi. Les investisseurs savent pourquoi ils investissent. Maintenant, on n'est pas que une entreprise résiliente avec des business matures qui fournissent, je dirais, une certaine sécurité dans la production de résultats et de trésorerie. On est aussi en croissance. On est aussi en croissance. Historiquement, on délivre entre 5 et 6% de croissance par an. On va en parler, mais ce nouveau Solvay, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, Oui. A été réduit en termes d'activité. Je n'étais pas sûr du chiffre. La taille en termes de chiffre d'affaires, ça a été réduit par 2 ou 2,5. Hein. Oui, on est à peu près autour de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, absolument. Ouais. Ce qui nous donne une taille importante ma question, dans ce domaine. Une taille suffisante. Il y a la taille critique. Il y a la taille critique, absolument. On est un acteur majeur dans ce secteur de la chimie essentielle. Et on a conçu avec Ilham Kadri, qui a décidé, avec le support de nos actionnaires, cette scission, et qui l'a conçu, on a construit un bilan qui est parfaitement adapté à ce que l'on doit faire. On a un taux d'endettement qui est parfaitement dimensionné, qui est à hauteur de 1,4 en termes de ratio. Et on est, en bon français, ce qu'on appelle investment grade, c'est-à-dire qu'on a le credit rating, c'est-à-dire la meilleure notation. La meilleure notation, enfin, pas la meilleure notation, pas la meilleure, dans la catégorie. La catégorie qui nous permet en fait d'opérer de manière la plus efficace possible. Ouais. On comprend la vision stratégique en tout cas. Après, quand on voit l'évolution du cours de bourse depuis l'annonce, donc depuis décembre, on sent qu'il y a, on voit clairement, il faut voir les courbes sur Boursorama, il y a une divergence entre en votre faveur, enfin en faveur de Solvay qui progresse, j'ai regardé de 18% depuis le début de l'année, là où Syensqo en perd 10%. La bourse n'est pas convaincue pour l'instant. Elle demande à être convaincue. Non, je pense que la bourse est convaincue dans le sens où lorsque vous regardez la valorisation globale... ça c'est vrai, ça vous avez raison. Elle est meilleure, donc la bourse est convaincue. Maintenant, en parlant de on regarde séparément, quand on prend séparément. Je pense que Solvay, effectivement, notre objectif en tout cas, et avec l'équipe de direction, c'est d'expliquer qui nous sommes pour effectivement convaincre les marchés que Solvay est un investissement de grande qualité. Pour l'instant, tout va bien. Cours de bourse qui prend 20%, là où Syensqo en perd 10%. Je veux dire, pour vous, c'est... Encore une fois, je pense que lorsqu'on regarde la totalité, c'est une opération qui est positive. Je ne commenterai pas, bien sûr, le cours de bourse de Syensqo. Je pense qu'ils ont des projets fantastiques. De notre côté... Chacun mène sa vie maintenant. Ah oui, on est complètement indépendant. Nous sommes deux sociétés indépendantes, cotées séparément. Nous avons encore quelques relations temporaires, des contrats de services temporaires qui vont se terminer progressivement. Mais nous sommes vraiment deux sociétés complètement indépendantes. Bon. J'ai regardé les résultats publiés début mai, meilleurs qu'attendus, même s'ils sont en baisse en matière de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la moins bonne nouvelle. La meilleure nouvelle, c'est qu'après 7 trimestres consécutifs, l'effet volume est enfin positif. C'est important parce qu'on peut dire qu'en termes de volume, peut-être que le pire est passé. Oui, c'est probable que le pire soit passé. Même si en valeur... On ne peut pas parler non plus d'un rebond formidable. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ouais. Il y a effectivement, pour la première fois depuis 7 trimestres, une reprise légère, on va dire, des volumes. De 2,5% au premier trimestre. Voilà, donc on a effectivement franchi probablement le creux de la vague. Il y a une petite inflexion. Maintenant, restons réalistes. Lorsqu'on regarde le carnet de commandes, il n'y a rien de fondamentalement différent de ce qu'on a pu observer lors de ces derniers trimestres. Donc nous, on est toujours en mode gestion de ce qu'on peut contrôler. C'est-à-dire que la demande mondiale, le contexte macroéconomique, on ne le contrôle pas. Ce qu'on contrôle, c'est nos coûts, c'est les services et les produits qu'on délivre à nos clients, c'est la gestion de notre trésorerie. Donc on est focalisé là-dessus. Et je pense que lorsque vous parliez de la valorisation aussi de Solvay sur les marchés, il est important pour nous que l'on délivre mois après mois, trimestre après trimestre, dans ce contexte difficile. Et dans l'effet prix, avec un effet prix qui joue négativement. Alors on a un effet prix... Si les volumes ont repris plus de 2,5% et que le chiffre d'affaires est en baisse de... Alors j'ai vu le chiffre, c'est 11, je ne sais plus si c'est 11 au premier trimestre, non ? Alors c'est 11 par rapport au premier trimestre 2023, voilà, qui était un trimestre fort. D'accord. Ouais. Donc effectivement, on a un impact négatif, principalement sur le prix du carbonate. Sur tous les autres business, on a une performance qui est relativement stable. Sur le carbonate, on a effectivement eu des baisses de prix sur 2024 par rapport à 2023, ce qui explique
en grande partie. Et c'est temporaire? Oui. Oui, parce qu'en fait, encore une fois, nous servons des marchés qui sont essentiels, qui sont en croissance, vous parlez du carbonate, au moins comme le PIB. Aujourd'hui, avec ces niveaux de prix, il n'y a pas d'investissement décidé. On sait qu'on aura besoin de capacités à l'avenir. Alors je ne parle pas des 6 mois qui viennent, je parle des 5 ans, des 10 ans qui viennent. Nous regardons sur le long terme. Donc oui, pour que ces investissements aient lieu et qu'on puisse soutenir les besoins essentiels de nos économies, il est nécessaire de faire ces investissements et donc il est nécessaire d'avoir effectivement la bonne rentabilité. Ouais. Philippe Keren, je n'ai pas posé la question, mais le poids de la France dans tout ça? Alors la France, c'est notre deuxième pays en fait en termes de présence au niveau mondial. Nous sommes une entreprise mondiale avec une empreinte géographique très très équilibrée. On est en gros, en termes de chiffre d'affaires, un tiers en Europe, un tiers en Amérique et un tiers dans le reste du monde. Ouais. La France est le deuxième pays. Chiffre d'affaires global de l'année dernière, 4,9 milliards d'euros, voilà. Donc autour de 5 milliards d'euros. La France donc, est le deuxième pays. Nous avons 1400 collaborateurs qui travaillent en France, 7 sites, 5 sites industriels de production, 2 sites tertiaires. C'est un pays qui est important pour nous, qui représente un peu aussi nos racines, même si nous sommes bien sûr une entreprise belge avant tout. Bon, on finit juste, Philippe Keren, sur le rendement. J'ai regardé, ça nous intéresse tous, le rendement sur l'action. C'est 8% sur le titre Solvay. Ce qui est bien, évidemment, c'est le haut de la fourchette de ce qu'on peut avoir. Quelle visibilité, lisibilité, visibilité pouvez apporter aux actionnaires, aux investisseurs qui nous regardent sur les dividendes futurs? Alors, notre politique de dividende est très claire. Elle est un paiement de dividendes stable ou en croissance. Donc, on s'engage chaque année à payer un dividende qui est au moins égal à celui de l'année précédente. Cette année, on a payé 2,43 € de dividendes par action. C'est notre engagement pour le futur. Enfin, c'est notre proposition, on va dire, de valeur, pour être plus exact, pour le futur. Ensuite, on a pris un certain nombre d'engagements aussi pour les 5 prochaines années. Et d'ici 2028, on va produire une croissance de notre EBITDA, donc de résultat opérationnel, autour de 5%. Et la valo, on finit là-dessus, la valorisation par rapport à vos pairs, par rapport à vos concurrents, par rapport à un Arkema, par rapport à... J'ai pas vu le chiffre, c'est pour ça, mais je pensais à ça. Vous êtes à combien en termes de ratio cours sur bénéfice sur 2024? On est sur une valorisation autour de 6,5. Donc on s'est amélioré. Il y a eu une revalorisation effectivement du cours de l'action depuis le lancement qui nous permet d'être effectivement mieux positionnés. Il y a encore du potentiel. Je ne vais pas parler au nom des analystes, mais vous pouvez effectivement regarder leur production. Un certain nombre voient encore un potentiel très important. Encore une fois, parce qu'au-delà de la résilience que l'on démontre, et encore une fois, on est quand même dans une situation économique qui présente des défis, on délivre des résultats, mais en même temps, on a ce potentiel de croissance historique et que l'on voit à l'avenir autour de 5% par an. Et croissance durable, et vraiment là on finit là-dessus, croissance durable parce qu'il y a cette image de la chimie qui est brune, qui est sale en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de consommation d'eau, de pollution, etc., etc. C'est toujours vrai, c'est moins vrai. Vous faites votre meilleur effort pour être... Quel engagement vous avez pris dans le cadre de l'accord de Paris, encore une fois? Et c'est pour ça que c'est très important. Au-delà des engagements, quels sont les... Parce qu'il y a les paroles, puis il y a les actes aussi. Dans quelle mesure vous avez mis les moyens, quand il y a un suivi des investissements? Absolument. Ce qui est important, effectivement, c'est de démontrer que l'on agit. Et on est en train de sortir du charbon. Début de l'année, on est sorti du charbon aux États-Unis. L'année prochaine, on sort du charbon en France et en Allemagne. On est en train, à l'heure où je vous parle, de construire des installations. Alors en Allemagne, c'est la conversion du charbon vers du bois déchet. En France, sur notre site de production de carbonate de soude à côté de Nancy, on est en train de construire, vous pouvez le voir, une centrale de combustible solide de récupération avec des partenaires qui sont les leaders dans leur marché. On va utiliser donc des déchets recyclés. Donc partout, nous sommes en train de faire cette transition, tout simplement parce qu'elle est demandée par tout le monde et elle est absolument indispensable. C'est pas quelque chose de cosmétique, c'est pas quelque chose de cosmétique, c'est quelque chose aussi, alors au-delà de notre contribution qu'on veut avoir face au changement climatique et à la demande de nos clients, c'est aussi un impératif de compétitivité.
C'est-à-dire, si vous voulez être compétitif, vous devez faire cette transition énergétique. Vous devez retrouver une énergie primaire qui est décarbonée et qui est compétitive. Et vous avez un plan climat qui est aligné sur l'accord de Paris? Alors absolument, on a effectivement un engagement qui est moins 30% pour 2030, qui est sortie du charbon complète pour 2030 et neutralité carbone 2050. Donc pour l'instant, nous avons hérité, je dirais, de tous ces engagements de l'ancien Solvay. Nous sommes en train de réétablir cette feuille de route qui sera forcément très ambitieuse. Et avec les moyens qui vont avec, parce qu'encore une fois, 2050, on ne sera pas là, en tout cas moi je ne sais pas si je serai là pour voir ça, mais je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Aussi. Non, mais voilà, est-ce qu'il y aura encore une fois des investissements au-delà des objectifs qui seront, j'imagine, ambitieux? Oui, bien sûr, c'est 1,2 milliard pour nous, hein, qu'on a annoncé et qu'on a déjà engagé en grande partie. 1,2 milliard d'euros d'investissement. Ah, sur quelle période? Alors sur une période de 20 ans. Ouais. Qui va nous permettre de faire une grande partie de cette transformation, c'est-à-dire la neutralité carbone de tous nos business, sauf le carbonate, qui lui sera en 2050, et de faire toute la sortie du charbon. Donc c'est très concret, c'est des investissements qu'on fait, alors pas uniquement nous-mêmes, on fait aussi ces investissements avec l'aide de tiers, d'investisseurs tiers et de partenaires. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de consommer de l'énergie décarbonée, ce n'est pas forcément de produire de l'énergie. Mais très concrètement, oui, on le fait. On le fait. Et encore une fois, je vous invite à visiter nos sites. Vous allez voir ces installations qui se construisent. Allez, merci pour cet entretien. Philippe Guérin, donc le directeur général de Solvay, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci David.